Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'un de mes journalistes préférés, Jean-Michel Apathy, qu'on ne présente plus, à l'occasion de la sortie de son podcast politique Allons enfants de l'Apathy, programme journalier jusqu'au présidentiel, pour ceux qui n'y comprennent rien et les autres qui veulent creuser le sujet. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on va retourner un petit peu en arrière, quelques années, pas beaucoup. On va raconter votre entrée en 6e et comment est-ce que vous l'avez vécu. Racontez-moi. C'est un souvenir ancien, bien sûr, la 6e. J'ai passé l'âge quand même de la 6e, mais c'est un souvenir ancien. C'est sans doute dans ma vie un élément fondateur de beaucoup de choses. Et sans doute aussi un élément que je n'ai jamais compris, digéré, et qui est toujours devant moi. Et dont, au fond, je ne parle jamais. Je ne vais pas aller jusqu'à émettre le souhait de ne pas diffuser notre dialogue, ça n'aurait pas de sens. Mais de fait, je n'en parle jamais. Oui, là, faudrait qu'on ait une petite discussion tous les deux, parce que... L'école, pour moi, je suis né... au Pays Basque, dans le hameau d'un village, et je descendais tous les matins pour aller à l'école primaire, avec un cartable sur le dos. C'est une France d'avant, hein. Et j'étais très heureux d'aller à l'école. Pourquoi ? Parce que j'avais d'excellents résultats. Peut-être y avait-il dans le village et dans l'école du village... quelque chose qui relevait de l'atmosphère familiale, mais je m'y sentais bien. Un petit cocon rassurant, peut-être. Sans doute. Et je ne mesurais pas, parce qu'on parle là d'années très anciennes, et j'avais 10 ans au maximum, donc je ne mesurais pas le potentiel d'inquiétude et d'incertitude que pouvaient susciter mes émotions. C'est plus tard qu'on le comprend. Est-ce qu'on vous parlait un petit peu de votre passage en 6e ? Parce que moi, j'ai un souvenir un peu émerveilleux de ma maîtresse qui nous disait « Vous allez voir, vous allez être des grands, ce sera plus vraiment un cartable, ça commencera à être un sac à dos, vous serez dans une grande cour de récré. » Enfin, il y avait tout un truc comme ça, c'est un vrai passage. Votre remarque est juste, en fait, maintenant que vous en parlez, mais je ne retrouve pas ce souvenir... la dernière année dans cette école communale, j'avais un instituteur qui était une figure assez forte. C'est un petit bonhomme avec un gros ventre, un béret. Nous étions au Pays Basque, qui criait tout le temps. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous dirions que c'était un bon pédagogue, mais à l'époque, il était impressionnant, disons. J'ai de la famille basque aussi, j'entends. Et donc il m'avait dit, avec une petite voix flûtée du haut de son gros ventre, que j'aurais sûrement de très bons résultats en 6e. Et je lui avais dit, j'avais exprimé quelque chose qui relevait de la peur d'y aller. Mais voilà, quand on est enfant, on ne sait pas en fait ce qu'on dit, ou du moins on ne sait pas à quoi on s'expose, parce que l'expérience fait défaut. Et pourquoi ? Est-ce que c'était l'idée que vous étiez bon à l'école et un peu la trouille de peut-être pas le rester ? C'est ça. Et je pense que j'ai toujours eu en moi un fond d'incertitude et une inaptitude à la compétition. Qui font que j'étais susceptible d'être bloqué par beaucoup de ces émotions, et c'est ce qui s'est effectivement produit. Parce que, je le répète un peu, quand on n'a pas l'expérience et de la vie et de soi-même, on est un peu livré à ses émotions, et ça peut être un peu n'importe quoi. Oui, et puis on se comprend pas, on se connaît pas du tout quand on a 10 ans. Voilà. J'étais dans le village, et il fallait aller pour la 6e dans la ville. La ville, 5000 habitants, on va pas dire que c'est une grande ville, mais 5000 habitants, vu du village de 500 habitants où j'étais, c'était énorme. Et donc, il fallait faire... tout était nouveau. Le transport en car, la figure des autres élèves qui venaient des différents villages. Et puis, j'ai un souvenir assez vif de ça. Dans la cour de récréation, vous avez toujours le sentiment qu'il y en a qui sont forts, et d'autres qui sont moins forts. Il y a toujours des garçons, des filles aussi, mais... à 11 ans, 12 ans, mettons que ce sont surtout les garçons, les filles, je sais pas en fait, mais bon bref, mais c'était surtout les garçons. Oui, c'est ça. Et c'était surtout les garçons, et donc c'était assez impressionnant. Et puis on passe du plus grand de la cour de récré au plus petit, et maintenant, moi je me souviens me sentir un peu grande quand je suis passée en 6e, et maintenant quand on les regarde, on se dit oh là là, ils sont tout petits. Oui, bien sûr. Leur cartable est plus grand qu'eux. Non, bien sûr. Mais quand on a effectivement
l'âge de tout le monde, le regard n'est pas le même. Et le premier matin où j'ai été, à la récréation, je me suis senti mal. Et puis j'ai été à l'infirmerie, on a diagnostiqué une otite. Bon. Et je suis reparti à la maison pendant 3 semaines. 3 semaines pour une otite? C'est beaucoup. Je suis d'accord. Vous pensez que vous avez somatisé? Ah oui, je pense complètement. Ouais. Ok. Ah oui, je pense que je l'ai provoqué de manière tout à fait volontaire, d'une certaine manière. Quand on est émotif, le corps transmet beaucoup de choses. Et je suis revenu 3 semaines après. Alors, j'avais formulé un vœu par écrit d'apprendre de l'anglais. Il n'y avait plus de place, on m'a mis en espagnol. Quand je suis revenu. C'était une première contrariété. Et la deuxième, c'est que j'ai inauguré cette série, alors je pense que ça n'a pas beaucoup de lien, mais en fait c'est fondamental. On a inauguré la série des élèves à qui on enseignerait les mathématiques modernes. Ok. Et moi, j'en étais resté à 1 + 1 = 2 à l'école primaire. Ce qui est déjà pas mal, Jean-Michel. Et j'ai même appris à l'époque 2 + 2 = 4, donc j'étais assez fort. Pas mal. Ouais. Je suis impressionné. Et là, je me souviens d'un jeune professeur qui nous enseignait les patates. Ok. C'est la seule chose que j'ai gardée dans ma mémoire. Peut-être qu'il nous a-t-il enseigné autre chose. Mais il dessinait des patates, il mettait des trucs dedans. Et alors, s'il mettait des trucs dedans, ça voulait dire qu'il y en avait d'autres dehors. Enfin, j'ai jamais rien compris. Et du coup, je synthétise parce que sinon ça durera trop longtemps. J'ai arrêté de travailler. Et du coup, l'élève, sans doute très bon, du primaire est devenu un cancre et une tâche dès le début du collège. Oh, c'est rude. Et en 5e, donc l'année suivante, on m'a mis dans une 5e de transition avec le projet de faire de moi, alors ils avaient aucune notion de mes maladresses, mais un ébéniste ou un menuisier, enfin, un truc qui me semblait un peu lunaire. Puis on avait décidé de votre sort dès l'âge de 11 ans. Ah, très vite. Ok. Oui, je sais pas qui l'a décidé, mais ça a été décidé très vite. Puis c'est le mariage à 14 ans. Dans l'indifférence de mes parents, parce que mes parents, qui étaient des gens assez formidables et aimants, étaient de génération où on commençait à travailler très tôt. Je vous parle d'un temps, le début des années 70, où le travail était à disposition de tout le monde. Ouais. Et donc l'école, dans le canton où j'étais, personne n'imaginait qu'on finirait polytechnicien. Donc ça n'avait aucun intérêt. Et donc assez vite s'est installée l'idée que voilà, tu vas travailler comme tout le monde. De toute façon, t'es pas un intellectuel, donc tu vas travailler. Oui, donc 5e de transition, on m'a remis dans une 4e normale. J'ai fait une 3e normale. Ok. Avec des résultats extrêmement médiocres. Je me souviens, l'année de 3e, le professeur d'histoire m'a dit, le BEPC, c'est pas la peine que tu y ailles. Ok. Vraiment, reste à la maison. C'est aussi Oh bien. la vache. J'y étais quand même. Je suis courageux. C'est clair. Qu'est-ce qui vous a fait parce que moi je vois bien le jeune pré-ado qui est en fait qui a une grande sensibilité, qui a probablement du perfectionnisme et à qui on dit qu'il est pas doué, qui essaye donc de rentrer dans cette case. Oui, ça me semblait correspondre à une réalité. Bah évidemment, puisqu'on vous l'avait dit, puisque l'autorité vous l'avait dit. On me disait pas que j'étais pas doué parce que on me disait que j'étais mauvais, ce qui était assez juste. Mes notes étaient assez catastrophiques en tout. C'est pas J'avais très une cool. unité de comportement quand même. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait, malgré tout, vous dire, puisque avant ça, vous écoutiez les adultes lorsqu'ils vous disaient ça, qu'est-ce qui vous a fait vous dire, bon, je vais y aller quand même à ce bébé? Ah, j'avais pas le choix, je pense, il fallait y aller, quoi. D'accord. Voilà, on me disait, ça sert à rien que tu ailles parce que tu l'auras pas, mais il fallait y aller quand même. Enfin, d'accord. On vous mettait dans la fournée des élèves, dans le bus qui allait à Pau. Ouais. Oh, quel voyage. 60 kilomètres. C'est chouette. Dans un bus. Avec les copains, pour ouais. beaucoup. Parce que si on est un mauvais élève en classe, on peut être un bon camarade dans la cour de récréation. Pour jouer au foot, enfin, faire tous les jeux de garçons, et puis pour commencer à s'intéresser aux filles aussi. Donc ça va. La vie était là. Parce que en fait, on n'est pas triste quand on est enfant. Si quelqu'un vous dit t'es nul à l'école, je suis nul à l'école, je t'emmerde, je vais faire autre chose. Voilà, pas un problème. Je vais travailler, oui, d'accord, je suis nul. Et alors de toute façon, autour de moi, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui a été jusqu'au baccalauréat. Bah oui. Donc c'était vraiment une attitude collective. C'était c'est pas dans le canton de Montléon qu'on va former les futurs dirigeants du pays, donc on va pas non plus en faire trop. Donc on va travailler. Ouais. J'étais au BEPC, j'ai échoué à l'écrit, mais j'ai eu droit au repêchage et j'ai eu le BEPC au repêchage. Et j'étais content parce que ce jour-là, donc ça doit être en juin 1973, ce fut le dernier jour d'école pour moi.
Vous avez arrêté. J'ai arrêté. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Mes parents avaient un petit commerce. À l'origine, mes parents étaient des petits salariés, et puis mon père a pris un commerce dans le village, Viodos, en gérance. Alors le commerce était l'épicerie, le bar, et on livrait à domicile le vin, le charbon, enfin tout ce que vous vouliez. Vous deviez être fiers. J'étais assez content Ah de ouais. rentrer dans la vie active. Oui, j'étais assez content. Et puis je sais pas, mais moi je me dis que mes parents tiennent un peu le lieu de Oui, passage. exact. C'est juste. C'est juste, il y avait notamment le café, où tout le monde venait, notamment le week-end, qui m'a servi plus tard, mais je vous raconterai ça. Et donc c'était effectivement le lieu de vie du village. Et moi j'étais le fils du bistrot. Hein, c'est ça, j'étais plus le fils de mes parents, moi j'étais le fils du bistrot, oui, c'est ça. Et donc c'était pas mal. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Si je vous raconte tout ça dans la foulée, j'ai travaillé avec mes parents. J'ai compensé tout ce que mes émotions pouvaient me provoquer de néfaste par une consommation d'alcool exagérée. J'étais un peu comme mes copains. Donc, puis voilà. La prévention à l'époque, c'était plus ou moins inexistant. Pas plus ou moins, totalement. Oui. Et en fait, c'était pas de la prévention, c'était de l'encouragement qui existait. Parce que quand vous faisiez ça, vous étiez vraiment un mec. Ouais. Il fallait boire dans les balles, il fallait boire. Et quand vous étiez bourré, il fallait se battre. Et après, si vous aviez le temps, si vous n'étiez pas trop amoché, vous alliez draguer les filles. C'était dans cet ordre-là. Ouais. C'était un peu con, quand même. Oh, c'est un peu dangereux. Alors moi, je buvais. J'ai jamais su me battre. Bon, c'est bien. Et j'ai essayé de draguer des filles. J'ai pas toujours réussi. Vous êtes allé de l'étape 1 à l'étape 2. À l'étape 2. Ah oui, j'ai toujours été mauvais pour me battre. J'ai jamais pu. Mais le cocard pour draguer, je suis pas certaine non plus que ce soit... Non, mais en fait, il y en avait qui étaient bons à la bagarre. Hein. Mon frère était très bon à la bagarre. Ah, alors après, ça impressionne les filles aussi. Je suis allée au fête de Bayonne. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, je peux vous dire que je confirme. C'est ça. Avant de poursuivre, parce que je trouve ça hyper intéressant de voir votre parcours, j'aimerais juste reparler de ce moment des 3 semaines que vous manquez. J'imagine qu'on a la trouille au ventre quand on revient et qu'on voit que les gens autour de soi commencent à se lier, qu'il y a des petits groupes qui se forment et que nous, on connaît personne. Est-ce que vous avez ce souvenir marqué? Je n'ai pas gardé de souvenir précis. Bon. Le seul souvenir que j'en ai gardé, je voulais livrer, c'est que je voulais faire quelque chose, en l'occurrence apprendre l'anglais, et que, en fait, l'autorité a décidé pour moi de ce que je ferais et de ce que je ne pourrais pas faire. Et ça je l'ai mal vécu. Ouais. Mais je l'ai vécu du haut de mes 11 ans. C'est-à-dire, à part dire, bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est pas la même chose de s'ouvrir à la perspective du monde, ou de s'ouvrir, puisque le Pays Basque est frontalier de l'Espagne, au voisinage direct. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même projection. L'autorité vous dit, toi, tu resteras ici. Pas du tout la même chose. C'est très décevant. Et sans doute vous avez envie de brûler le collège, mais évidemment vous passez pas à l'acte. Mais j'aurais dû le faire. Oui, et puis ça détermine beaucoup de destin, quoi. Bah oui, le mien. Donc alors on fait hop, un petit retour en avant, on rembobine, mais à l'inverse. Vous êtes donc vous travaillez avec vos parents, et alors là, j'imagine que vraiment il n'y a pas de notion de carrière. Non, le destin est tracé. En fait, mon destin, c'était de reprendre le bail de mes parents quand ils auraient décidé de l'arrêter. Et donc, j'ai été le tenancier du bistrot. J'étais destiné à ça. Il se trouve que dans ces années-là, pour tout jeune Français, se dressait comme un obstacle le service militaire. Ah oui. Ah oui. Alors, le service militaire, la règle était simple. Il fallait essayer d'obtenir la réforme. Bon. Et si vous n'aviez pas la réforme, vous aviez la ressource, par l'intermédiaire du député local, tout ça a été très codifié, d'être affecté à l'armée de l'air, pas pour conduire les avions, hein, mais pour nettoyer les toilettes, à la base de Dax ou de Mont-de-Marsan. Qui était à 150 kilomètres. Ouais. Et vous reveniez tous les week-ends avec la coupe militaire, et pour les filles, c'était top. Ouais. Bon. Alors moi, j'ai pas fait ça comme les autres, en fait. J'ai essayé de me faire réformer, comme tout le monde. J'ai été à Auch pour passer la visite médicale avec des radios de l'estomac parce que j'avais déjà fait un ulcère. C'était pas terrible, hein, à 17 ans ou 18 ans. Enfin, bon, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui était rongé quand même à l'intérieur. Et puis surtout, vous aviez fait une otite en 6e. Et j'avais fait une otite en 6e. C'est quand même... Et un ulcère ensuite. Donc, vous voyez, j'étais quand même mal parti. Et bon, il faut dire que les radios n'ont pas impressionné le médecin militaire,
qui s'en est un peu moqué, et il a posé le tampon apte. Oh, ok. Et là, moi qui n'étais jamais sorti du canton, en gros, la mer était à 80 km, je l'avais pas encore vue. Donc, j'étais pas très dégourdi quand même. Hein. Je me suis dit, je vais pas échapper au service militaire. C'est horrible. Et donc, j'avais la ressource, comme tout le monde, d'aller à Dax. Et c'est là que s'est manifesté un esprit de contradiction. Je me suis dit, quand même, j'ai pas envie, aller à Dax, je m'en fous d'aller à Dax. Et donc, j'ai regardé des livres, et j'ai formé le projet, tout seul. J'en ai pas parlé à mes parents, et surtout pas à ma mère, parce que j'avais un lien un peu privilégié avec ma mère. Ouais, peut-être. Ouais. J'ai formé le projet d'aller à Tahiti. Ah oui, d'accord. On Pas signe mal, hein. où pour faire son service militaire, et surtout, est-ce qu'il est trop tard pour moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Tahiti, c'est pas mal. Alors, j'ai écrit au député Michel Inchauspé. Ça, Gaulliste. c'est un vrai Basque. nom basque, ouais. Et je lui ai écrit, on est à l'automne 1977. Des élections législatives sont prévues et se sont déroulées en mars 1978. Et c'était la première fois que je pouvais voter, puisque j'avais plus de 18 ans. D'accord. Et je lui ai écrit assez sauvagement, dans mon souvenir, je n'ai pas gardé la lettre, mais monsieur le député, il y a bientôt des élections, si vous voulez que je vote pour vous, vous avez intérêt à m'aider. En gros. Je suis obligé d'aller au service militaire et j'ai envie d'aller à Tahiti. Voilà. Et démerde-toi avec ça. C'est génial. Et je reçois une réponse de Michel Inchauspé, qui me dit, cher monsieur, parce que il voyait en moi les lecteurs. Bien sûr. Il n'allait pas me dire petit con, on va voir ce qu'on va faire. Il m'écrit et il me dit, bon, Tahiti direct, je peux rien faire. Ça, je peux pour vous, ça, je peux pas. Mais en revanche, me conseille-t-il, je peux vous faire incorporer dans la marine nationale. Ok. Et la marine nationale, ça se passe de la manière suivante. Chaque personne qui est incorporée dans la marine nationale en France, dans ces années-là, fait 3 semaines de classe à Ourtin, à côté de Bordeaux. Une base navale, une ancienne base navale désaffectée qui servait à l'apprentissage des jeunes marins. Ça dure 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, en fonction de vos aptitudes, de vos vœux, ils vous dispersent sur l'ensemble des bases en France et outre-mer. Et j'appuierai votre demande pour Tahiti. Ah, c'est chouette, ça. Marine nationale. Vendu. J'ai rien dit à mes parents. Et puis, début janvier 1978, je reçois Marine nationale. Et là, j'ai été voir mes parents. Je leur ai dit, voilà, je m'en vais dans la Marine nationale. Ah bon, tu vas pas à Dax? Bah non, je vais pas à Dax, je vais à Ourtin. Voilà, droit. Et puis, je vais aller à Tahiti après. Oh, surprise familiale. Bah ouais. Un voyageur dans la famille. Je pense que j'étais le premier à formuler ce projet. J'ai été à Ourtin, où j'ai découvert cet univers, la mer, tout ça. Enfin, c'était assez, c'était 3 semaines, en rentrant chaque week-end, donc bon. Sympa. C'était pas mal. Et le dernier vendredi le vendredi de la 3e semaine, avant de monter dans le bus qui nous ramenait à la maison, on nous donnait les affectations. Et donc, ils égrènent les noms, patatatata. Jean-Michel Apathy. J'avais fait 3 vœux, en fait. Ok. J'avais mis Tahiti, vœu numéro 2, Tahiti, pour qu'ils comprennent bien, hein, et vœu numéro 3, Toulon, au cas où. Oui, c'est sympa. C'était une formule de compromis dans ma tête. Et donc, un gradé, Jean-Michel Apathy, Cherbourg. Hop, voilà. À moi, vous allez pas me la faire, celle-là. Hein. Alors, je vais le voir. Il doit y avoir une erreur. Mais vous avez de l'humour, hein, monsieur. Cherbourg. Et en gros, il me dit, bon, dégage, parce que des comme moi, il y en avait plein, dégage. Ouais. Donc, j'étais à Cherbourg. Je suis arrivé à Cherbourg un matin, que je me mélange pas dans les dates, parce que si jamais Edoui Plenel contrôle, il y a des trucs que je Puis j'imagine qu'il écoute mon podcast religieusement. À Edoui Plenel, il faut s'en méfier, vous savez. Et j'arrive début mars 1978 à Cherbourg, sous le crachin. Et il n'y a pas Catherine Deneuve, quoi. Ah non. Ouais. Non, elle était partie. Avec tous les parapluies de la ville. Non, j'ai pas eu de parapluie, mais le crachin, oui. Le brouillard. Alors, j'étais parti le dimanche du Pays Basque totalement déprimé, voyager toute la nuit, pas dormi, attraper un train, arriver à Austerlitz, attraper un train à Saint-Lazare, arriver à Cherbourg, le bus, l'arsenal de Cherbourg. Puis pourquoi, enfin vraiment... 10h du matin, je suis affecté au centre automobile principal de Cherbourg, parce que je n'avais que le permis de conduire, je ne savais pas quoi faire de moi de toute façon, donc tu vas conduire les bagnoles. Et le centre automobile principal de Cherbourg était commandé par un capitaine, un jeune type, qui gérait sa boutique.
Et donc, j'ai demandé à le voir tout de suite. Ok. Dès que je suis arrivé. Un sergent m'a accueilli, je lui dis, je veux voir le patron. Ah, j'adore. Et donc, un peu, qui s'est on m'amène chez le patron. Et je lui dis, monsieur, j'ai pas dit son grade, je savais même pas ce que c'était son grade. Monsieur, si je reste ici, je me suicide. Hop, 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 hop. Et là, le type, j'ai eu l'impression qu'il m'a regardé en me disant, si ça se trouve, il va le faire. Ouais, vous étiez sérieux dans Là, j'étais décidé à me votre suicider. menace. Là. J'avais aucune envie de mourir. Hein. Mais la menace était bien. J'étais décidé à me suicider. Hein. Et donc, ils ont été assez gentils avec moi. Ils m'ont filé des missions assez sympas, des trucs, je vous les épargne, mais à quand dès qu'ils pouvaient, ils m'envoyaient me promener, tout ça. Ouais, prendre l'air, quoi. Et puis, fin juillet, on m'a dit, tu peux aller à Toulon. Ah. On va te permuter avec un militaire, son père, le pauvre, je crois, était en train de mourir, qui est là-bas à Toulon, il est de la Manche, et toi, tu vas le remplacer sur l'escorteur d'escadre Gepard. Et donc, j'ai voyagé. J'étais en Turquie, j'étais aux Baléares. Génial. Et j'ai fini mon service militaire comme ça. Mais quand je suis rentré, je voulais plus être dans le café. Quand je suis rentré du service, le service m'a déraciné. Et puis ça vous a ouvert l'esprit. Bah oui. Je peux plus rester là. Et je peux plus rester au bistrot de Viodos. Et avant qu'on raconte la suite de votre parcours, j'imagine en plus de ça, je trouve que c'est assez chouette puisque vous demandez quelque chose. On vous l'offre pas, on vous offre une épreuve. Vous vous battez, vous montrez que vous la dépassez et on vous ouvre des possibilités encore plus grandes. C'est beau. C'est vrai que les gens que j'ai rencontrés à Cherbourg, qui étaient des gens sympathiques et gentils, plutôt que de se dire que c'est ce con-là, il fait la gueule, on va le maltraiter, ils ont plutôt entendu et écouté. Donc ils m'ont aidé à surmonter ce passage difficile et à en faire quelque chose qui m'a nourri, parce que c'est très difficile à expliquer, mais quand vous êtes sur un bateau entre les deux rives d'Istanbul, et que j'étais un peu copain sur le bateau avec un lieutenant qui était, je sais pas où il préparait, où il avait fait, je sais plus, Polytechnique, enfin une espèce de, et qui m'a pris un peu à la bonne, alors on discutait un peu tous les deux. Et il me disait, ça là-bas, c'est l'Asie. Ça fait rêver. Oui, ça me en fait fait, rêver. ce qui faisait rêver, moi c'était pas tellement que j'avais envie d'aller en Asie, mais je me disais quand même, tu viens du Pays Basque, tes parents, tes grands-parents que j'ai pas connus, tes arrières, ils ont jamais bougé du Pays Basque, et toi là t'es en train de voir l'Asie. Mouvant. Pas mal quand même. Et donc, ça m'a nourri, ça m'a apporté quelque chose. On sait pas quoi sur le moment, mais ça bouscule. Ça bouscule à l'intérieur au début d'une vie. Où au fond on se dit, on peut faire plein de choses en fait dans la vie. Et en fait c'est possible. Oui, c'est ça. En fait, le destin n'est pas encore écrit. Donc voilà, c'est à toi de l'écrire, voilà, tu te débrouilles. Voilà. Et donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Oui, et puis je vois là-dedans aussi vous vous êtes battu pour avoir bien plus que ça. On vous a mis des épreuves, vous avez dit, moi je gueule, moi j'y vais, je suis force de proposition, je travaille, et on vous a offert encore plus et bien mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça très chouette, et c'est un peu la leçon aussi. Si on m'avait donné Tahiti tout de suite, peut-être que ça n'aurait pas eu la même saveur. Vous voyez? Vous n'avez pas tort. C'est ça, c'était pas bien, quoi, Tahiti, en fait. En revanche, quand vous avez traversé tout ça, qu'on vous offre Toulon, et vous le méritez, et qu'à Toulon, on vous donne pas juste Toulon, mais on vous donne un aperçu de l'Asie, des bateaux, enfin, un bateau qui va et qui permet d'avoir une ouverture. Moi, j'ai jamais navigué depuis, d'ailleurs. Mais c'est formidable. Moi, j'ai le mal de mer, alors c'est un peu terrible pour moi, le bateau, mais j'entends. Mais quand vous êtes sur la Méditerranée... Oui, là, c'est plat. Non, c'est quand même... Il y a que la mer, là, dans l'horizon, il y a rien d'autre. Ce sont des sentiments particuliers, quand même. Des odeurs très particulières. Bien sûr. On est arrivé, c'est un souvenir qui m'a marqué, on est arrivé à l'aéroport. C'est le premier déplacement du Guéprat quand j'y étais, à l'aéroport de Tunis, la Goulette. Alors vous arrivez à Tunis par la mer, par la mer, donc vous voyez la rade de loin, puis vous vous approchez, puis vous voyez la terre, puis vous voyez un port vivant à l'extrême, avec des mouvements partout, des couleurs, ça crie, il y a du bruit, et le bateau se range comme une voiture. Enfin, c'est incroyable.
C'est des photos qui restent. C'est assez merveilleux, bien sûr. Ouais. C'est des moments un peu particuliers dans votre vie. Ce sont des moments un peu particuliers dans votre vie. Et alors, à ce retour-là, il n'y a plus question de café. Non, plus question de rester là, parce que voilà, j'ai découvert le monde. Là. En fait, le ressort est cassé. Je serais resté au Pays Basque, à Viodos, par la force de l'habitude. Mais quelqu'un est venu contrarier les habitudes. On nomme le quelqu'un comme on veut, donc c'est fini. Enfin, on ne peut plus, quoi. Si j'étais resté là-bas, je pense que j'aurais peut-être été conseiller général. J'aurais peut-être fait la politique, mais alcoolique. À 50 ans, avec le nez un peu piqueté par le vin rouge avalé en grande quantité, ça aurait pas été... On l'imagine bien, on en connaît 2-3. Et alors, quoi faire? C'est vrai, ça. Alors, tout est possible, mais alors, et à la fois... Par des chemins de traverse, je me suis fait embaucher dans une concession automobile. Ok. Des Fiat. Ah, pas mal. À Bayonne. Et j'avais comme secteur Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Et vendre des Fiat dans ces années-là, c'était pas facile parce que elles avaient une particularité. Fiat, je l'ai su après, Fiat achetait les tôles en Pologne. Et quand les Fiat circulaient au bord de mer, au bord de l'Atlantique... Ça rouillait? Très vite. Au bout de 6 mois... Les clients qui avaient acheté une voiture neuve et qui étaient contents d'avoir acheté une voiture neuve. Oh non, ça craint. Vous avez vu les... Ah ouais, dis non, vous avez pas de chance. Ouais. Ah, vous avez pas de chance. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah... ouais, non mais... C'est un métier à la con, quand même. Oui. Donc du coup, je me suis un peu fatigué. Et j'étais voir ma mère un jour, je lui ai dit, parce que ma mère était très contente, assez fière que je sois vendeur automobile. Parce que j'étais habillé en costume avec une cravate. Ça... Et un jour, je lui ai dit, je vais arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller garçon de café à Lourdes. Ah putain. Pourquoi Lourdes? Tu vois. C'est pour trouver un miracle? Il s'en est passé un. C'est vrai. Racontez-moi. Un vrai miracle. Mais non. Si, je vais vous expliquer. Oh, j'adore, je suis friande de ce genre d'histoire. Et donc, j'ai été faire la saison de garçon de café à Lourdes en 1981. Et pourtant, vous aviez dit, le café, c'est fini. Oui, et c'est parce que j'avais l'expérience du café, que je voulais plus vendre des voitures et que je savais pas quoi faire. Ah oui. Et que le niveau de mes diplômes ne me permettait pas d'envisager beaucoup de carrière, que je me suis dit garçon de café. Parce que je savais manier un plateau. Voilà. Plutôt avec la main gauche derrière le plateau. Ça, je sais pas faire. Et j'étais à Lourdes un peu au flanc un jour. J'étais au Café de la Poste, qui était le principal café de Lourdes. Et je dis, je ferais bien la saison, tout ça. Et ils m'ont pris tout de suite. Je leur ai dit que donc ça, c'est le premier miracle. Et alors le deuxième? Non, je plaisante. Et donc, pendant toute cette période-là, déjà avant le service militaire, sans le dire à personne, en fait, sauf à ma mère, vous voyez, ma mère revient souvent dans le récit, j'ai beaucoup lu. N'importe quoi. J'ai toujours beaucoup lu. Et ma mère, depuis tout petit, il n'y avait jamais de livres chez moi. Ma mère m'achetait des livres. Génial. Et ma mère m'amenait à la bibliothèque parce que je demandais à la bibliothèque. J'ai beaucoup lu, beaucoup. Ça ouvre l'esprit, hein, déjà. Et je me suis, malgré moi, d'une certaine manière, politisé. Et j'ai lu des livres, un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle, il a un peu disparu des circuits, mais à l'époque, il a eu une force, un Vénézuélien l'avait écrit, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Ah oui, ouf. Qui raconte, je vais retrouver le nom de l'auteur, mais qui raconte la domination de l'Amérique du Nord sur l'Amérique du Sud par l'économie. Comment, à l'époque, l'Amérique a installé des dictateurs dans les pays d'Amérique du Sud pour faire du business. Et les dictatures brésiliennes des années 60, Argentine, toutes les dictatures de ces pays-là, étaient soutenues et organisées, même chiliennes, par le pouvoir américain. Les veines ouvertes de l'Amérique latine de... Ah, je connais son nom par cœur et je l'oublie à l'instant. Déjà, vous vous rappelez du titre d'un livre, j'ai une mémoire de merde. Eduardo Galeano. Waouh, ok. Eduardo Galeano. Et ce livre, pour moi, ça a été un choc. J'ai appris là la devise des Mexicains, par exemple. Les Mexicains disent, ils le disent encore aujourd'hui, si loin de Dieu et si près des États-Unis, pour définir le malheur qui est le leur.
Les Américains, ils ont piqué la moitié du territoire du Mexique. La différence générale, c'était Poutine avant la lettre. Hein. Oui, et puis c'est toujours d'actualité, même encore aujourd'hui. Et donc, je me suis politisé, comme ça, et je suis arrivé à Lourdes, sans du tout être actif politiquement, mais avec dans la tête un bazar que personne ne peut imaginer. Et comme je n'en parlais jamais, vraiment, personne ne pouvait l'imaginer. Et puis, vous avez façonné votre réflexion aussi. L'engagement, c'est pas la seule piste dans la politique. C'est aussi la réflexion, l'intuition. C'est intéressant. Je vous ai dit que c'était l'année... C'était 78, mais moi j'ai une mémoire de merde. Je vous écoute très bien. 1981. Je n'ai aucune mémoire des chiffres. Je me rappelle de mon anniversaire et de celui de ma mère. C'est bien. C'est bien. Et en plus de ça, pour une podcasteuse, je n'ai aucune mémoire auditive. Donc c'est une catastrophe. De mémoire, beaucoup de choses, mais pas ça. Alors c'était l'année 1981. Ok. Et c'était une année d'élection présidentielle. Ah, ok. Et le 10 mai 1981, ça vous dit quelque chose, le 10 mai Mais c'est Mitterrand. Exactement. Ouais, ok. François Mitterrand a été élu. Première personne de gauche. 1981, j'ai un peu suivi l'élection présidentielle, j'ai pas voté. J'étais trop loin de tout ça. J'étais dans mon travail et mes problèmes. Et le 10 mai 1981, à 21, j'ai suivi l'élection, en fait, j'ai pas suivi. J'ai dû lire des trucs, mais j'ai pas suivi. Bah oui. Et le 10 mai 1981, juste avant 20h, avant que le visage n'apparaisse à la télévision, on attend le résultat dans la salle du café. C'est une grande salle de café. Et où viennent il y a les gens du cru qui viennent, les bourgeois de la ville venaient là, au café de la Poste à Lourdes. D'accord. Mais il y a aussi beaucoup de pèlerins qui viennent. Ouais. Et ce soir-là, à 19h59, je suis à côté d'un curé suisse avec qui on a un peu parlé de l'élection, la politique, tout ça, curé suisse. Je ne sais même plus à quoi il ressemble, un curé suisse. Le visage de Mitterrand qui apparaît. Et pour moi, c'est un choc. Ouais. Et le curé, il dit, vous êtes fous. Je dis, retournez en Suisse, on fait ce qu'on veut, non? On a commencé à s'engueuler. Ok. C'est la première fois. C'est même pas son pays. Absolument. C'est la première fois que j'ai participé à un débat politique. Ah. Enfin, monsieur. Ouais. Non. Mais pour moi, ce soir-là, le miracle, c'est ça. Ce soir-là, pour moi, ça a été un choc. Des années après, je restitue ça comme ça, parce que sur le moment, je sais pas trop, mais cette élection, et l'issue de cette élection, montrait que quelque chose pouvait changer. Que l'ordre immuable n'était pas écrit pour l'éternité. Et ça a été comme une allégorie pour moi. De ce jour-là, sans que je sois associé en rien à l'action des socialistes, donc je me fous comme un chemise, de ce jour-là, tout a changé pour moi. Mais ça m'étonne pas parce que c'est l'ordre des choses d'une société, mais c'est l'ordre des choses pour soi aussi. Rien n'est immuable pour son propre parcours. C'est ça. Et vous l'aviez déjà expérimenté, et là, ça faisait que renforcer les choses. La démonstration publique, nationale, valait à mon échelle pour moi. Voilà. Donc ça percute et ça touche d'autant plus. Ah ouais, c'est chouette. Donc j'ai fini la saison de Garçons de Café, qui se finissait en novembre. Donc j'ai terminé novembre 81, et après je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je ne savais pas. Et je vais pas vous raconter toute ma vie année par année comme ça jusqu'à aujourd'hui, parce que sinon... Je réécris votre fiche Wikipédia, bougez pas. Mais là, on est à la fin du récit que je voulais vous faire, en tout cas. On approche. Un jour de décembre 81, je lis le journal Sud-Ouest chez moi, j'étais un peu en déshérence comme ça. Faire une saison, on n'est pas bien payé. Mais comme on dépense pas du tout l'argent, on économise. D'accord. Et donc, je suis revenu vivre chez mes parents, avec un petit pécule, et je pouvais attendre un peu, je savais pas quoi faire. Et j'ai vu, en lisant le journal Sud-Ouest, dans le bas de la page, je m'en souviens très bien, un petit encart de l'université de Pau, qui dit, en gros, je sais pas comment c'était résumé, mais si vous avez plus de 24 ans, ou bien si vous avez travaillé pendant 3 ans, moi j'ai déjà travaillé pendant 10 ans, vous pouvez passer l'équivalent du baccalauréat, qui s'appelle l'examen spécial d'entrée à l'université. Et si vous déposez votre dossier en telle date, j'ai fait ça. Je me suis dit, putain, mais c'est pour moi, ça. Mais complètement. Et du coup, j'ai repris le fil des études. Génial. J'ai passé l'examen spécial d'entrée à l'université. Ouais. Juin 1981. Je me suis inscrit sans savoir pourquoi, mais ça a été un coup de foudre pour le droit public.
le droit institutionnel. Je me suis inscrit pour passer l'examen spécial d'entrée à l'université. J'ai vu l'annonce en décembre, je me suis inscrit en décembre 81. En février 82, je me suis inscrit à la piscine municipale de Pau pour apprendre à nager. Et je me suis inscrit au Parti socialiste pour militer de fait, mais en fait pour apprendre la politique. Comprendre de l'intérieur. Et février 82 est aussi le mois où on commençait les cours pour l'examen spécial d'entrée à l'université. Et donc à partir de là, le rail était posé. Et après, j'ai passé en juin l'examen spécial d'entrée à l'université. Puis je me suis inscrit en octobre 82 en droit public. Et j'ai fait ça jusqu'à la maîtrise. À partir de la 3e année, j'ai commencé à dire à mes copains, je vais faire du journalisme, parce que j'avais compris que militer, c'était pas mon truc, en fait. J'avais envie de parler de politique. Donc je vais essayer de faire une école de journalisme, pour faire du journalisme politique à Paris. Et pour en terminer, tous les gens à qui j'ai dit ça, à Pau, à Montléon, m'ont tous dit, il y en a pas un qui m'a dit autre chose. Il m'a dit, mais t'es con, quoi. Journaliste politique à Paris. Ça n'arrivera jamais. Bon, toi, jamais. Moléon, enfin. Viodos. Voilà. Dites-moi, est-ce que ce petit passage à vide en 6e, ça n'a pas cassé cette progression qui se serait faite, un petit peu comme un train qui part sans vous? Vous auriez suivi un chemin tout tracé et tout d'un coup, ça a un petit peu cassé la ligne? Ça vous a permis de vous ouvrir, peut-être? Oui, je pense que la route normale, ça aurait été d'aller jusqu'au lycée, de passer un baccalauréat et de faire des études comme tous les gens peuvent en faire quand ils atteignent ce niveau-là, et puis après avoir une vie assez normale et ordinaire. Là, tout a été remis en cause, donc il a fallu que je me reconstruise différemment, et le regard que je porte sur le monde est différent. Rien n'est pareil. Et je pense que ça contribue. Le journalisme est un métier où la personnalité, l'œil, la manière de voir compte. Ça contribue à l'originalité que je peux avoir, au sens où chacun fait valoir son originalité. Donc oui, bien sûr. Ça a tout changé, bien sûr. Et puis vous aviez un œil différent sur les choses, vous aviez découvert la politique entre-temps, et tout d'un coup, l'idée de vous faire votre propre expérience par le travail avant de reprendre vos études, ça vous a donné envie de faire des études que vous n'auriez jamais fait, peut-être, sinon. C'est ça, exactement. Donc de cette blessure, d'une certaine manière, on peut appeler échec, mais quand même de cette blessure, est sorti quelque chose. Et il n'aurait pu rien en sortir. Est-ce qu'on remercie l'OTIT ou pas? Parce que c'est un peu... Non, je pense que ce qu'il faut remercier, paradoxalement, parce que pour le coup, je n'ai jamais trouvé ça très intelligent, mais c'est le service militaire. Ouais. L'entrée en 6e est un premier échec, mais bon, après tout, voilà, c'est comme ça, mais il n'y aurait pas eu service militaire. Le service militaire, c'est un obstacle, c'est un caillou sur le chemin, c'est un rocher sur le chemin, incontournable. C'est comme une balle de flipper qui, du coup, elle prend une trajectoire qui est très différente. Complètement. Et puis, c'est vraiment à un âge où on a juste envie d'avoir absolument zéro responsabilité. On veut être sur la plage avec les copains, bronzer, faire la fête. Pas d'effort, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un âge vraiment charnière et paf, on vous met le service militaire et puis Cherbourg. Alors vraiment, je vous prie de m'excuser. Amis cherbourgeois. Oui, exactement. Et j'adore le film Les Parapluies de Cherbourg, je tiens à le repréciser. Mais quand on a choisi Tahiti, oui, c'est rude. C'est rude. Je n'étais pas préparé, disons. C'est une ville merveilleuse, Cherbourg, mais j'étais pas préparé. Vous aviez pris votre petit bikini. Oui, c'est ça. Dans la tête, j'étais en bikini. Imaginez que le député Michel Inchospé soit efficace, vous voyez, on n'aurait pas été. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en conclusion à quelqu'un qui a peut-être pas pris la trajectoire qu'il pensait prendre, qui est un peu... J'ai souvent été confronté à ce type d'aveu quand on peut aller à la rencontre de jeunes étudiants, par exemple, pour parler de journalisme, pour présenter un livre. Il y a toujours un amphi, une salle, il y a toujours 2-3 personnes
qui viennent et qui disent « Ah, j'aurais voulu faire ce métier-là ». Je trouve ça tellement cruel, tellement dommage. Journalisme ou autre chose, enfin c'est pas du tout le journalisme que je défends, mais c'est l'idée que ce qui est très important dans la vie, c'est d'écouter ses émotions, les comprendre et aller vers ce chemin que désignent les émotions. Parce que sinon, la vie est infernale. On ne peut pas vivre avec une frustration aussi importante. Et échouer sur ce chemin-là est moins grave que ne pas s'aventurer sur ce chemin. Je suis tout à fait d'accord. Merci. J'imaginais bien. Merci à vous. Merci pour ce super épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, que le destin, le parcours de Jean-Michel Apathy vous a inspiré, vous a boosté. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.